Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Sorti de détention provisoire pour une affaire d'escroquerie, Imad Laoud devient agent secret. Sa mission, remonter les circuits de l'argent de Ben Laden. Très vite, Laoud se procure chez Denis Robert l'annuaire des comptes bancaires de Clearstream. Il nous fallait l'annuaire et Denis Robert l'avait. D'où l'opération Denis Robert. Je vois arriver un type en costard, propre sur lui, petites lunettes, attaché caisse, et donc c'est Imad. Très tôt, il me dit qu'il a été en prison pour une escroquerie dont il est victime. Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. On va tous les deux tout seuls à son bureau, et là, il grave les éléments, il me les donne, et je repars avec. Ce listing, je l'ai donné déjà à des tas d'autres personnes, donc j'ai aucune raison de ne pas lui donner. Pourquoi j'aurais dit non à un truc comme ça? Parce qu'à la DGSE, justement, vous vous dites que c'est vous qui les avez subtilisés. Je ne vois pas pourquoi il fallait dire je les ai volés. Je sais pas, moi je m'en tiens au... Dans ces documents, les liens entre toutes les banques du monde, les circuits de l'argent et des titres échangés d'un pays à l'autre. Quand on commence à mettre le nez dans ces comptes, on trouve des choses absolument passionnantes. Sur l'effacement des traces, concrètement, on efface quoi? On efface la transaction. Le 26 février 2003, Imad Laoud, en mission pour les services de renseignement extérieur, se rend à Metz rencontrer le journaliste Denis Robert. Ce matin d'hiver, le journaliste ne sait pas qu'il a face à lui un correspondant de la DGSE. Imad Laoud veut se procurer les listings de la chambre de compensation Clearstream. Denis Robert les a. Ce jour-là, Imad Laoud n'est pas encore le faussaire qu'il deviendra. Pourtant, un détail de sa rencontre avec Denis Robert a une saveur toute particulière. Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. Je vais le voir. Il m'attendait à la gare avec quelqu'un, je crois. Et donc on se voit. Et là, on va tous les deux tout seuls à son bureau. Il me dit que voilà, son frère s'appelle Marwan Laoud, il est président de la branche armement chez EADS. Enfin, c'est quelqu'un qui a un état civil, c'est quelqu'un qui ne ment pas sur son identité. Donc j'ai aucune raison de mettre en cause ce type, quoi. Et il m'explique qu'il a besoin de mes listings pour retrouver la trace de partenaires financiers à lui. C'est-à-dire qu'il me demande, il est très précis. À un moment donné, il a une question, il me dit, est-ce que Gomez a un compte, est-ce que tu as retrouvé un nom qui est Gomez dans tes listings? Et je dis, je ne sais rien, je dis en principe, il n'y a pas de nom de particulier, mais parfois on trouve des gestionnaires de comptes, c'est-à-dire qu'on trouve des noms de banques avec un nom d'une personne privée accolé. Donc je dis, il y a peut-être Gomez, et donc on fait défiler le listing, et il retrouve un compte avec le nom de Gomez. Il me dit, le patron de Thomson, et le patron de Thomson a des comptes chez Clearstream. Et effectivement, je suis surpris de découvrir que un Gomez a un compte, alors je crois que c'est un compte en Colombie, et le nom c'est Hugo Caceres Gomez. J'ai dû lui dire, écoute, il y a un Gomez, c'est effectivement troublant, mais c'est pas Alain Gomez. Il n'y a pas écrit Alain, il y a écrit Hugo Caceres Gomez. Quand Imad Laoud rencontre Denis Robert, il est déjà agent secret pour la DGSE. Il a rencontré le général Philippe Rondeau, qui travaille pour Michel Alliot-Marie. Il est sur le point de signer un contrat de consultant avec EADS.
Et donc, quand il récupère les listings du journaliste sur Clearstream, il est tout de suite sur Alain Gomez. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est en train d'essayer d'ouvrir différentes pistes. Ben, peut-être que ça éclaire la vraie nature d'Imad Laoud, c'est que c'est un joueur. Il apparaît en tout cas que Gomez est essentiel dans son jeu, même si c'est seulement peut-être plus tard qu'on va comprendre pourquoi il y a Gomez. Le nom d'un grand patron du complexe militaro-industriel français n'a bien sûr rien à voir avec la mission confiée à Imad Laoud par les services de renseignement extérieurs, retracer les circuits financiers de Ben Laden. Ce 26 février 2003, chez Denis Robert, Imad Laoud a sans doute une autre idée en tête. Le nom d'Alain Gomez évoque une seule chose, le cercle très fermé des marchands d'armes et des grands contrats militaires, une zone grise au cœur de l'État français. Dans ce monde, il est une bataille secrète qu'Imad Laoud, en cherchant ce nom, semble parfaitement connaître. Une bataille qui a commencé à la fin de la guerre froide. L'URSS a décidé de réduire ses forces armées. Dans les 2 ans qui viennent, leurs effectifs seront diminués de 500 000 hommes et le volume de leurs armements sera également réduit de façon substantielle. Ronald Reagan fait part à Gorbatchev de son grand dessein historique, éliminer à terme la menace nucléaire qui pèse sur la planète. 10 000 tanks, 8 500 systèmes d'artillerie, 800 avions de combat seront retirés de la partie européenne de l'URSS. L'armée rouge va évacuer l'Afghanistan. Les conflits du Cambodge et de l'Afrique australe auraient enfin une issue. Reagan et Gorbatchev sont entrés dans l'histoire. Alors à la tête des études stratégiques du fabricant de missiles Matra, Jean-Louis Gergorin, l'homme qui, en 2002, a introduit Imad Laoud auprès du général Rondeau. Le contexte international évoluait. Cette guerre froide auquel j'avais participé aux premières loges était en train de se terminer. Gorbatchev agissait très vite et on voyait très bien qu'on allait vers une détente et vers un dégel. Et donc, dans ce contexte, il fallait s'attendre à une diminution aussi des budgets de la défense. La chute de l'Empire soviétique a amené les démocraties occidentales à engager un désarmement réel et donc à baisser leur budget de défense. Il n'y a plus de grands contrats exportation, et puis les caisses des États sont vides du fait de la crise économique. Donc les restructurations sont obligatoires. Dans les années 90, la France est le 3e exportateur d'armes au monde. Elle ne veut pas perdre sa place. À l'époque, une vingtaine de groupes industriels se répartissent le marché de la défense. 2 hommes se démarquent des autres et veulent dominer cette restructuration. Ils ont des relais très puissants dans l'entourage de François Mitterrand, alors président de la République. Le premier est l'homme pour qui travaille Jean-Louis Gergorin. Il s'appelle Jean-Luc Lagardère. Il dirige le groupe privé Matra. Il a 62 ans. C'est un des symboles du capitalisme à la française. Numéro 1 de l'édition française, il représente 50% du marché avec des titres prestigieux comme Grasset, Fayard ou Larousse. Jean-Luc Lagardère va créer un des groupes les plus importants de France. Lagardère ici. C'est un personnage en soi exceptionnel. C'est un personnage qui est parti de rien, qui était un petit ingénieur chez Dassault, qui a été débauché par Matra et qui en 15 ans a multiplié le chiffre d'affaires de sa maison par 20. On peut, en travaillant beaucoup, avoir une vie dans l'enthousiasme. Il contrôle 70% de la distribution, 10 quotidiens, plus de 200 titres et 1 milliard d'exemplaires vendus. Il est le premier éditeur de presse magazine au monde. Télé 7 jours, Paris Match, Elle, entre autres fleurons. Il a eu un coup de génie, c'est qu'il a racheté Hachette, il est rentré dans la presse, donc presse, pouvoir politique, relations. Il y a aussi l'audiovisuel avec les radios du groupe Europe 1 et Canal Satellite. Deuxième grand marché, l'industrie aéronautique et militaire. Il faut être optimiste. Aucun pessimiste n'a jamais construit dans la vie.
Et il faut rester jeune. Matraque était une simple petite entreprise qui fabriquait des bombes, point barre. Il a dû en faire un groupe industriel puissant. Enfin bon, c'était quand même un fabricant de bombes, faut pas oublier. C'était ça le fonds de commerce. Vous savez, c'est cette caractéristique très française où on a des gens qui sont à la fois dans les médias et dans l'armement, qui sont donc à la fois dans le monde de l'information et dans le monde des contrats d'État et des ventes d'armes et tout ça. Et donc évidemment, moi, Lagardère, c'est quelqu'un que je regarde de près. Le deuxième homme qui ambitionne de conduire la restructuration de l'armement français est celui qui intéressera tant Imad Laoud, Alain Gomez, le charismatique président du groupe public Thomson. Il a 52 ans. C'est un des symboles des nationalisations de 1981. En 20 années d'efforts, Thomson a atteint la taille mondiale. Maintenant, nous sommes dans la Ligue des grands. Alain Gomez est un personnage très séduisant, très controversé, plein d'aspérité, très original. Écoutez, voilà 12 ans maintenant que je travaille dans l'industrie, dont 9 en position de direction générale. Il a commencé comme parachutiste, il est rentré chez Saint-Gobain, il a une marque, il est un personnage très étonnant, actif, séduisant les politiques, séduisant les femmes. Enfin, suivant les idées un peu répandues, quand on est parachutiste, on n'est pas de gauche, et quand on fréquente M. Chevènement, qui est un de ses meilleurs amis, on n'est pas parachutiste. Voilà. Bon, il est les deux en même temps. Et puis il a été nommé parce qu'il était de gauche, parce qu'il était copain de Chevènement, à la tête de Thomson CSF, qui vient d'être nationalisé. 75 milliards de chiffre d'affaires, réalisé pour moitié par Thomson Multimédia, la branche électronique grand public qui fabrique téléviseurs, magnétoscopes ou machines à laver. Le reste, c'est Thomson CSF, spécialisé dans l'électronique militaire, qui s'est imposé numéro 3 mondial en matière de défense. Il ne s'intéresse qu'aux militaires, les grands contrats, les relations avec les princes arabes et étrangers, les dessous de table, les combines, les services secrets, les politiques, les rapports avec les politiques. Là, il est bon. Enfin, il est bon, selon les critères de l'époque. Il a rendu tellement de services aux politiques, il a été renouvelé 4 fois, je crois, et tout laisse à penser, parce que c'était le cas à l'époque de toutes les entreprises d'armement, que Thomson CSF a largement contribué au financement de la politique. Et donc, il adorait, il était comme un poisson dans l'eau, dans la défense et dans la politique, c'était son fonds de commerce, c'était ce qu'il aimait, ce monde étrange qui fascine, effectivement, qui peut être fascinant. C'est le monde sulfureux, il y avait que ça qui l'intéressait. La télé et les frigos, c'était pas son truc. On voit bien qu'il y a 2 systèmes qui se mettent en place à la fin des années 80. Il y a le système autour de Thomson, et qui va donner lieu à tous les scandales de rétrocommission en France. Et il y a le système Lagardère, qui, pour le coup, a été assez épargné par ces scandales-là. Donc c'est que, quelque part, il n'était pas partie prenante. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est ça, quoi. C'est que, manifestement, Lagardère ne voulait pas rentrer dans ce système où on payait, où on faisait revenir de l'argent pour financer la vie politique en France. Il semblerait que Thomson, CSF, que Gomez, dans ses rapports avec les politiques, soit dans le hard, c'est-à-dire je finance, et alors que Lagardère était plus dans le soft, comme on le pratique aujourd'hui. J'ai un tel est mon copain, j'ai des journaux, vous pouvez pas me faire ça, chantage non exprimé, rapport de force et tout ça. Il était dans la connivence soft, mais souvent plus efficace. Le soft façon Lagardère lui a joué de mauvais tours à la fin des années 80. Jugé peu fiable par les Chiraciens, il a perdu la bataille de la privatisation de TF1 contre Francis Bouygues. Misant à fond sur les médias, il croit solidifier son pouvoir d'influence en rachetant la 5, la chaîne de Berlusconi. Une chaîne nationale de télévision est pour moi fondamentale pour le groupe Hachette. Un an plus tard, en 1992, la 5 accuse un déficit de 3,5 milliards de francs. C'est la faillite pour la chaîne. Hachette vacille et Jean-Luc Lagardère avec. Chez Thomson,
Gomez sait que son heure est venue. Lagardère à court de trésorerie, Gomez va pouvoir devenir le leader de la restructuration du secteur. J'ai mis un genou à terre. Et quand on met un genou à terre, beaucoup disent, ça y est, il est KO, il est out. Non. Dans cette période difficile, Lagardère, comme les autres vendeurs d'armes, découvre un nouvel Eldorado. Aux antipodes, une petite île dispose de la plus grande réserve de devises au monde. Taïwan est une quasi-colonie américaine. Mais à l'aube des années 90, elle voit son ennemi, la Chine, devenir la grande puissance tant redoutée. Taïwan ouvre son marché militaire aux Européens et décide de se surarmer. Et grâce à cela, Lagardère va se sauver de la faillite. Il se trouve que début novembre 1992, l'industrie d'armement française a bénéficié d'un énorme contrat, mais qui au départ n'a pas été annoncé et maintenu dans le secret le plus rigoureux. C'est le contrat de la vente d'avions à Taïwan. Il s'agissait de la vente de 60 avions Mirage 2000 à Taïwan, accompagnés de radars Thomson, avec une propulsion Snecma et des missiles Matra. Il y a 4 industriels concernés, comme toujours pour les contrats de vente d'avions. Mais ça doit fonctionner dans une enveloppe de 30 milliards. Dans cette enveloppe de 30 milliards, il y a, mettons, 1 milliard, peut-être 1,5 milliard prévu pour les armes, pour les missiles, fabriqués par Matra, par Lagardère. Suivant une règle absolument constante, Jean-Luc Lagardère a refusé de rentrer dans un dispositif commercial supervisé par les autres industriels, que ce soit Thomson ou Dassault. Et alors, il se passe un truc qui n'est pas prévu du tout. C'est que le vendeur de missiles de Lagardère, qui est un champion du monde du commerce, qui s'appelle Jean-Paul Guth, va réussir à faire passer la commande de missiles des Taïwanais de 1,5 milliard à 11 milliards d'euros. Dans la nuit. Mais du coup, comme vous nous dites que c'est... Alors attendez, j'ai pas fixe. Comme l'enveloppe est fixe. L'enveloppe est fixe. De 30 milliards. Donc au départ, il devait y avoir 29 milliards pour ce qu'on appelle la cellule, le moteur et l'électronique, et 1 milliard pour la missile, je schématise. Et ben, après le passage de Guth et le truc de... Voilà, et voilà, il reste 20 milliards pour les autres, et il y a 10 milliards pour Matra. C'était absolument pas prévu comme ça. La haine inexpiable, à l'intérieur du système d'armement français, entre notamment Lagardère et les autres, mais surtout Thomson, elle naît de là. C'est vraiment... C'est comme au poker, j'ai mon tapis, bon, vous n'avez pas le choix, allons-y. Donc c'est violent. Et donc, mais nous, on ne voit pas ça, les journalistes. Ça va provoquer un clash immense, parce que ce contrat, il ne l'aurait jamais eu si Alain Gomez, le patron de Thomson, et Serge Dassault n'étaient pas allés à Taïwan pour le négocier. Donc les deux acteurs, Gomez et Dassault, sont fous de rage. Lagardère, lui, fait la fête, parce que ce contrat, dont une partie, 3 milliards, est payé cash à la signature, lui permet de quasiment effacer les dettes de la 5 qui menacent de faire tomber tout son empire. Ces 3 ou 4 milliards cash, c'est le pognon de la faillite. Donc Lagardère est sauvé, Matra est sauvé, c'est génial. Jean-Luc Lagardère a trouvé la formule magique pour sortir du rouge créé par sa déroute dans la 5 et surtout pour conserver son pouvoir sur Matra et Hachette. Lagardère fusionne toutes ses activités, l'armement et la presse, en 1992. Il crée ainsi le groupe Lagardère. Le groupe doit être contrôlé et assuré par une société unique. En tout, un monstre de 60 milliards de chiffre d'affaires et 55 000 employés. Et à partir de ce moment-là, chez Alain Gomez, le patron à l'époque de Thomson, on se dit ça suffit quoi. Maintenant, il faut se débarrasser de Lagardère. De fait, Thomson en a les moyens. La fusion Matra-Hachette aurait été réalisée au détriment des petits actionnaires de Matra. Secret défense, le fabuleux contrat taïwanais n'est pas encore apparu dans les comptes. Et il suffirait que quelques actionnaires en soient informés
pour qu'une action en justice pose des problèmes insolubles à Jean-Luc Lagardère. Un mystérieux avocat sino-américain entre alors en scène. Il est réputé proche de la CIA. Il s'appelle William Lee. Il dépose plainte contre Lagardère au nom de 9 petits actionnaires. Parallèlement, aux 4 coins du monde, une campagne de presse dénigre Lagardère. Enfin, des lettres de dénonciation anonymes parviennent à la Commission des opérations boursières. Dans des documents apparus bien plus tard, on découvrira que cette opération porte un nom. Couper les ailes de l'oiseau. Il n'y en a qu'un seul qui dit « On est en train de se faire attaquer. Il y a quelqu'un qui est en train de manipuler le monde autour de nous pour avoir notre peau. Et cette seule personne, c'est Jean-Louis Gergorin. » Mais personne ne le croit. Personne ne le croit. Il va décider, à cette époque-là, d'enquêter sur tout ce réseau d'ennemis que lui voit comme ennemi de Jean-Luc Lagardère pour savoir quel est le prochain mauvais coup qu'il prépare. Il venait chez moi, et avant toute chose, il enlevait les batteries des téléphones portables, il allait sur mon téléphone fixe, il enlevait la prise, mais il démontait tout, et puis il racontait des trucs, et puis quand c'était fini, et puis minuit, il partait, il remontait tout, il partait. Il était convaincu d'être écouté du matin au soir par toutes les forces occultes du monde entier, mais il était sympa, enfin je veux dire qu'il était drôle. Jean-Louis Gergorin, en stratège, doit esquiver les coups, les agressions et les tentatives d'OPA sur le groupe. L'énarque prend son rôle très à cœur, protéger son mentor Lagardère et son empire. Nous sommes en 1994 et tous les soupçons de Jean-Louis Gergorin convergent vers William Lee. Une seule question subsiste. Pour qui travaille-t-il ? Ça a été toute la difficulté de la justice de comprendre son rôle, parce qu'il a une double casquette. Pendant de longues années, les services, et chez Lagardère, on était persuadé qu'il agissait en fait, in fine, pour le compte des industriels américains. Et M. Lagardère a été convoqué à Matignon par le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, qui le reçoit et qui lui dit « Écoutez, c'est une affaire très grave, c'est les intérêts taïwanais, c'est probablement les Américains qui essaient de nous déstabiliser à Taïwan, faites très attention, il faut vraiment que vous voyiez les patrons des services de renseignement pour vous prémunir contre cette attaque. » Donc, mais dans la tête d'Édouard Balladur, il s'agit d'une attaque américaine. Oui, à ce moment-là, et je pense qu'il n'en a strictement aucun doute. Le futur président Clinton avait fait campagne sur le thème que l'Amérique devait arrêter de se laisser humilier par les pratiques commerciales jugées non compétitives de l'Europe et du Japon. Matignon suit l'affaire de très près et demande à la DST d'enquêter sur William Lee. Après 7 mois d'enquête, la piste d'une possible mission donnée par les Américains à Lee ne semble plus crédible. Ce qu'on a surtout découvert, c'est que l'activité de ce monsieur se situait dans le cadre on peut dire, d'une concurrence, sinon d'un conflit entre les deux groupes d'armement français, d'une part Thomson et d'autre part Matra. Nous découvrons ce que personne ne nous avait dit à l'époque, que William Lee est un avocat de Thomson. L'affaire est donc franco-française. Les actions de William Lee vont s'arrêter là. L'avocat sino-américain va quitter la France de toute urgence. On est en pleine campagne terrible entre Balladur et Chirac, que tous les coups sont permis, et William Lee est quelqu'un qui savait énormément de choses. Je parle de changements forts, mais aussi de changements paisibles. Quelqu'un du ministère de l'Intérieur avait dit à son correspondant de l'ambassade américaine que William Lee risquait sa vie s'il restait à Paris. Que s'il ne quittait pas immédiatement le territoire français, sa sécurité physique était en jeu. Optimisme, confiance en soi, fierté d'être français, voilà l'enjeu. Il adresse à la fois à Lagardère et à Gomez
Une lettre absolument extraordinaire où il dit « Je vous considère comme personnellement responsable de ma sécurité, et Lagardère et Gomez. » Et il dit que la France est une république bananière. Je ne suis pas le candidat du pouvoir sortant et finissant, je veux être celui de l'avenir. Et à ce moment-là, nous sommes prévenus qu'il y a un véritable contrat qui a été confié, on ne sait pas trop par qui, à des triades chinoises sur William Lee à l'occasion de son voyage en Asie. Pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est que William Lee, qui est notre adversaire officiel, puisse être l'objet d'un assassiné. À la fois sur le plan humain, je l'avais trouvé sympathique et tout à fait estimable, et en plus on porterait le chapeau. Et donc résultat, on fait fuir l'information, donc il ne lui arrivera rien. Je ne sais pas si tout ceci était bidon pour l'intimider ou s'il n'y a jamais eu quelque chose, mais ça vous donne une idée du climat qui existait à l'époque. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Il y a eu du chantage, il y a eu tout ce qu'on peut imaginer de plus sordide a été utilisé entre ces deux groupes prestigieux pour se détruire l'un l'autre. C'est la France, ça. Je forme des vœux très sincères pour son succès. En le faisant, j'en forme ainsi pour la France. Monsieur Balladur, Monsieur le Premier ministre, vous nous entendez? Soyons unis, mes chers compatriotes. Soyons tolérants et fraternels. Jacques Chirac n'a qu'une idée en tête, se payer tous les baladuriens, tous ceux qui ont aidé Édouard Balladur dans sa campagne présidentielle. Et parmi ceux qui payent l'addition, il y a Alain Gomez. Gomez, qui avait été renouvelé par le gouvernement Balladur, dans les circonstances qui avaient donné lieu à beaucoup de bruit, se voit convoqué pour un petit déjeuner par Alain Juppé, Premier ministre, qui lui annonce qu'il est révoqué de ses fonctions. Il croit qu'il y va pour continuer et il est renvoyé en 10 minutes. Il est sidéré, il a envoyé son chauffeur chercher, emmener ses enfants à l'école, en disant « je vais repasser dans une demi-heure ou une heure ». Il se retrouve sur le trottoir de Matignon, sans chauffeur, sans rien, parce que les enfants sont à l'école. Gomez était perçu comme proche d'Édouard Balladur, comme ayant contribué à son financement. Et c'est la raison, moi j'ai un témoin de la réunion où le remplacement de Gomez a été décidé, indique que la décision a été prise sur cette optique. C'est un choc énorme pour lui. Alors quelques jours, quelques semaines après, je ne me souviens plus exactement, je rentre en contact avec lui et il me donne rendez-vous au Café de la Paix. Je me souviens, à la place de l'Opéra. J'arrive, je m'assois, je vois quelques personnages très film américain des années 30, avec derrière des journaux comme ça. Et l'un d'entre eux baisse son journal, c'est Alain Gomez, il me dit « suivez-moi » et on va derrière le Café de la Paix, on suit une espèce de labyrinthe et on se retrouve dans une chambre d'hôtel, sans être sorti. Je lui dis « mais pourquoi avez-vous été évincé comme ça ?» Et il me dit cette phrase dont je me souviendrai tout le temps. C'est parce que j'ai beurré les 2 tartines, mais j'ai oublié le jambon. Et donc la vengeance a été immédiate. Il a financé, il me reconnaît par cette phrase, qu'il a financé les socialistes d'un côté, les baladuriens de l'autre. Il n'est pas regardant, hein, Gomez. Et s'il avait su deviner que Chirac allait gagner, il aurait bien entendu financer Chirac. C'était pas du tout. Il n'y a aucun caractère politique là-dedans. Donc voilà, j'ai beurré les 2 tartines, j'ai oublié le jambon, j'ai payé, et puis on a discuté 5 minutes, on s'est séparés, je l'ai jamais revu. En dehors de cette phrase-là, il n'a jamais rien dit. Jamais, à personne. L'État vient d'annoncer la privatisation de Thomson. Alain Gomez, le PDG de Thomson, sans doute en désaccord, avait présenté sa démission hier. La privatisation décidée par le gouvernement fait partie des tentatives de regroupement de l'industrie française de défense. Mais sans son PDG emblématique qui rêvait pourtant de la conduire et qui surtout avait survécu à une quinzaine de gouvernements. L'histoire parfois bégaye. Il avait oublié le jambon. Même si Gomez disparaît, après 14 ans passés à jouer les premiers rôles, Jean-Luc Lagardère ne pardonnera jamais l'opération Couper les ailes de l'oiseau. Il vient d'ailleurs de porter cette affaire devant la justice. L'instruction mettra des années à aboutir, et en attendant,
le terrain est libre pour les grandes manœuvres industrielles. En cette fin de l'année 1996, les Américains ont une longueur d'avance. Le Pentagone a engagé une action, notamment à partir du milieu des années 90, dans laquelle il encourage le rapprochement entre les entreprises américaines de défense. Et les entreprises américaines commencent à fusionner. C'est là que vous avez Lockheed qui fusionne avec Martin Marietta, ça devient Lockheed Martin. En Europe, il ne s'est encore rien passé, réellement de substantiel. Et nous, Matra, on est un petit acteur au milieu de tout cela. En France, on a toujours une pléthore d'acteurs, et donc avec toujours moins de moyens financiers budgétaires pour faire vivre cette industrie. Et donc, il faut aussi réorganiser l'industrie de défense en France. Et donc, c'est les décisions que prennent Chirac et Juppé, à savoir, ces industriels, faut les privatiser, et puis les meilleurs d'entre eux survivront. On laissera faire le marché. Le changement des choses, le changement des menaces, l'organisation de l'Europe, l'effondrement du mur de Berlin, les marchés nationaux ou internationaux se réduisent. Tant mieux pour la paix, c'est ainsi. L'exportation est de plus en plus difficile, la compétition dans les pays étrangers de plus en plus dure, où notre industrie est beaucoup trop morcelée, et donc elle n'a pas de pôle suffisamment puissant pour nourrir une véritable ambition internationale de la France dans ce domaine. Et donc, nous sommes obligés d'avoir des regroupements. Le premier septennat de Jacques Chirac ne déviera pas, même si, en 1997, la gauche revient au pouvoir. Lionel Jospin dirige le gouvernement. Avec Alain Richard et Dominique Strauss-Kahn, ils poursuivent la réorganisation du secteur. Jean-Luc Lagardère s'impose. Le principal enjeu, c'est pour l'Europe d'avoir un industriel spatial qui puisse concurrencer à armes égales dans l'ensemble des domaines de l'activité de l'espace avec les deux grands industriels américains qui sont Lockheed Martin et Boeing. En cette fin de XXe siècle, Jean-Luc Lagardère, l'optimiste, va pousser son rêve de conquête jusqu'au paroxysme. Je suis un entrepreneur invétéré qui n'a pas tout réussi et qui ne s'est jamais découragé. Première étape. En 1998, le groupe Matra fusionne avec Aérospatiale, société nationale que personne n'imaginait privatisable. Voici Lagardère, propriétaire des missiles Exocet et Roland, des hélicoptères Puma et Gazelle, des fusées Ariane et de toute la gamme Airbus. C'était une entreprise publique depuis 1936. 63 ans plus tard, la société passe dans le secteur privé. Deuxième étape, la fusion avec des concurrents européens. En 2000, Lagardère prend les commandes d'un monstre en fusionnant avec l'allemand DASA, ses avions Messerschmitt et Eurofighter, ses moteurs Daimler et son électronique de défense Telefunken. L'espagnol CASA complète le géant avec ses avions de transport militaire. Le tout s'appelle EADS. Derrière les Américains Boeing et Lockheed Martin et devant le Britannique BAE Systems, une guerre industrielle qui a duré plus de 10 ans est officiellement terminée. S'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des avions commerciaux, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous serons de cela. Lagardère, dans l'industrie de défense, c'est ce qu'il a fait. Parti d'une petite entreprise, il a mangé les 2 gros du secteur. Ça a été rendu possible parce que en face, il y avait une volonté politique d'intégration. Pour créer effectivement une entreprise capable, par exemple, de lancer l'A380 ou l'avion gros porteur militaire, si vous voulez, c'est-à-dire de grands objectifs industriels en compétition, par exemple, avec Boeing, il fallait créer une entreprise comme EADS. Et donc, nous avons eu de très bonnes relations personnelles, mais personnelles autour de cet objectif de la construction d'un géant industriel. Il a été un interlocuteur qui défendait évidemment son entreprise d'origine, Matra, mais qui en même temps a été conscient des limites que l'État, qui a toujours été partie prenante de l'aventure de l'aéronautique et du spatial, des prérogatives que l'État voulait maintenir.
C'était un vrai chef, Lagardère, une vraie capacité de conviction. Et il y avait un pacte avec les Allemands, et les Allemands auraient reconnu, quelle que soit l'organisation ensuite, patron qui dirige quoi et tout ça, ça c'est subalterne, mais les Allemands reconnaissaient en Lagardère le patron de ADS globalement et pour longtemps. EADS pèse 24 milliards d'euros. Jean-Luc Lagardère est maintenant un géant mondial. Pour sa sentinelle, Jean-Louis Gergorin, les menaces qui pèsent sur le groupe sont désormais planétaires. Et à chaque étage du groupe, des anciens rivaux, des clans, des ambitieux et des cultures opposées. En charge de la stratégie, des fusions et des acquisitions, Jean-Louis Gergorin a découvert chez Aérospatiale son alter ego, génie des maths et de l'armement, un certain Marouane Laoud. Sorti major de Polytechnique et grand frère d'Imad, Marouane Laoud devient son bras droit. En 2002, voilà quelques années qu'il travaille main dans la main. Quand un beau jour d'automne... Le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marouane en lui disant « Voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir ?» C'est une époque où finalement Imad Laoud va, si je puis dire, entrer dans le tableau. Il sort de détention provisoire, il rencontre une toute petite fois, Jean-Louis Gergorin en présence de son frère. Et il manifeste son souhait, son désir de travailler pour se racheter, alors pour le monde du renseignement. L'arrivée d'Imad Laoud dans l'histoire est pour Jean-Louis Gergorin un tout petit détail. Quelques mois après l'avoir rencontré, il l'a introduit auprès du général Rondeau et il sait que la DGSE compte maintenant sur lui pour remonter la piste de Ben Laden. Pratique classique, Gergorin a même, en guise de couverture, offert à Laoud un contrat de consultant. Mais tout ceci est l'affaire des services. Et Gergorin, lui, est à ce moment précis sur une toute autre planète. La guerre, entamée 10 ans plus tôt avec Alain Gomez, va trouver son épilogue. La plainte déposée en 1996 a certes pris du temps, mais le juge a effectivement mis en examen Alain Gomez. L'instruction entre dans sa dernière phase. Le juge convoque le 5 février les princes de l'armement pour une confrontation dans son bureau. Jean-Louis Gergorin accompagne son mentor. C'était assez drôle parce que la juge était un peu dépitée et donc elle dit à moi, monsieur Gomez, mais enfin, vous êtes tous, vous avez l'air de tous bien vous aimer. Enfin, monsieur Gomez, vous avez quand même dit que les dirigeants de Matra étaient des voyous. Ah non, j'ai pas dit ça, mais je vous le lis, votre passage. Non, jamais je ne dirais de Jean-Luc et de Jean-Louis, ils nous appellent par nos prénoms que ce sont des voyous. Mais certains de leurs consultants ou des gens de la DST ont pu se comporter comme des voyous, mais c'est certainement pas Jean-Luc et Jean-Louis. Enfin, c'était assez drôle. Chacun maintient ses positions, qui sont quand même assez antinomiques, mais dans la plus grande courtoisie. On sort sur le palier, et à ce moment-là, Jean-Luc Lagardère prend, mais de façon un peu émotionnelle, et presque affectueuse, mais émotionnelle, Alain Gomez par la veste, comme ça, vous voyez. Il prend sa veste et lui dit « Alain, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça ?» Et Gomez se dégage et dit « Non, Jean-Luc, je ne peux pas te dire, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long à expliquer, plus tard. » On s'est séparés là-dessus. 3 semaines après, Jean-Luc Lagardère était dans le coma. Jean-Luc Lagardère, le patron du groupe Lagardère, s'est éteint à l'hôpital de la Lariboisière après avoir succombé à une maladie neurologique extrêmement rare, consécutive à une banale opération de la hanche. Celui que l'on appelait le Gascon, considéré comme l'un des plus grands capitaines d'industrie français, avait 75 ans. Il a été emporté en quelques jours par une infection foudroyante. Il était en pleine forme, il était en pleine santé, il faisait du sport, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il avait une vie très saine. Il aurait pu vivre encore 20 ans. La mort de Jean-Luc Lagardère est vécue comme une catastrophe par l'état-major de ADS. Pour Jean-Louis Gergorin, c'est bien plus encore. Lagardère l'avait recruté 20 ans plus tôt, alors qu'il était jeune diplomate.
il avait fait de lui le plus fidèle de ses soldats, l'un des hommes les plus écoutés du complexe militaro-industriel européen. J'apprends sa mort, je crois que j'étais très ému, et je suis passé, en rentrant chez moi, j'habite donc rue d'Assas, je suis passé rue de Vaugirard, sous les fenêtres d'un avocat qui était un grand ami de Jean-Luc Lagardère, que je connaissais bien, Paul Lombard. Et je garde de cette rencontre le souvenir d'une confrontation entre deux chagrins. Enfin, pour moi, c'est un souvenir terrible. Et lui-même était très ému, j'étais très ému. Jean-Louis Gergorin a aimé Jean-Luc Lagardère, je pense qu'il l'a profondément aimé. Lorsque Jean-Luc Lagardère est mort, je pense que Jean-Louis Gergorin a dû avoir l'impression d'avoir perdu son père. Je me souviens que Paul Lombard me dit « Il faudra bien quand même qu'on comprenne de quoi il est mort ». Je lui dis « Pourquoi vous dites ça? C'est pas une infection nosocomiale ?» Mais c'est quand même étonnant, il était si bien quand il est sorti. C'est la première personne qui a eu un doute, c'est pas moi. C'est Paul Lombard. Je dis « Il faudra bien qu'on comprenne de quoi il est mort ». Cette mort n'est pas habituelle. C'est-à-dire qu'il meurt dans des conditions tout à fait étranges, maladie auto-immune, il va se coucher le soir et le lendemain matin, il a de la bouillie dans la tête à la place du cerveau. Jean-Luc Lagardère a succombé à une encéphalomyélite aiguë disséminée, une maladie rare qui touche généralement des hommes d'une trentaine d'années. Lagardère, lui, en avait 75. Ce 14 mars 2003, Jean-Louis Gergorin, l'homme que tout le monde décrit comme l'un des cerveaux les plus brillants de sa génération, chavire. Et Imad Laoud va méthodiquement exploiter cette fragilité. Je regarde ce que c'est que cette maladie, et là il se produit évidemment un élément majeur qui est dans cette espèce de tragédie classique où il y a des événements un peu qui brusquement vont me faire descendre progressivement les marches vers le purgatoire. C'est le fait que je découvre que cette maladie est citée de façon très précise dans des récits dans deux livres consacrés au programme militaire soviétique biologique, d'armes biologiques. Et les soviétiques, à la fin des années 80, au début des années 90, ont développé des moyens de militariser cette arme. Et il semble même que le KGB ait utilisé ça à des fins d'assassinat ponctuels. Gergorin, dont on sait il a des qualités, mais il est pour le moins fantasque, est convaincu que c'est un assassinat par des mafieux ukrainiens manipulés par les Russes dans le but de... D'un côté, on m'a parlé en décembre 2002 d'anciens du KGB, on m'a donné des noms de gens à la limite de la mafia, du système oligarchique russe, s'intéressant à VDS et à Lagardère. Et d'autre part, il y a le fait que Lagardère est mort d'une maladie qui pouvait être causée artificiellement par une méthode développée par les soviétiques. Et c'est là ce rapprochement qui va être fatal, parce que ce rapprochement, il m'obsède, ça va être un peu le début de ce qui finalement sera une obsession. Lui, il croit qu'il y a un complot, il pense que c'est une mort, c'est pas une mort accidentelle, etc. Est-ce qu'il t'en parle, tout ça? Vous savez, il a des budgets, il a de très importants budgets par EADS pour faire travailler les boîtes d'intelligence économique, donc il demande des expertises médicales, pharmacologiques, il fait des enquêtes... privé, il sollicite les services de l'État, enfin bon, il croit dur comme fer, il n'en démordra jamais que Lagardère a été assassiné. Il ne me semble pas qu'il y a des éléments suffisants pour corroborer ce qu'il dit, quoi. Des mafieux russes, ukrainiens qui travaillent pour les Russes et qui tuent, je veux dire que ça existe, mais l'explication globale on est très méfiant. En même temps, il y a un mystère médical. Et c'est vrai que personne n'est capable d'expliquer. Il y a une enquête, l'enquête dit qu'il n'y a rien de particulier, c'est une mort naturelle. Et après, Gergorin, insidieusement, chaque fois qu'on le voit, dit « si vous saviez... » Il jouit d'un prestige considérable, il est copain de Villepin, numéro 2 de l'ADS et tout ça, donc on est très... on est troublé, quoi. On est troublé. Jean-Louis Gergorin, c'est son rôle, c'est sa mission dans le groupe, s'inquiète de tout ce qui se passe.
C'est pas de la paranoïa, c'est la simple logique. C'est pas un malade mental, Gergorin. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qui s'est produit dans les années 90, qui est au courant de toutes les tentatives de déstabilisation. Et donc, c'est normal que Jean-Louis Gergorin se décide en disant que c'est le scénario noir qui s'annonce. Les parano, ils ont parfois raison. Hein. Mais pas toujours. Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Clearstream, parce qu'en fait, la tête de Gergorin explose. Il perd tout. C'est son père, l'homme par qui il a fait une carrière extraordinaire, qu'il est parti du CAP pour monter et être le grand stratège de l'industrie française. Et là, d'un seul coup, c'est son monde qui explose. C'est-à-dire que toutes ces barrières rationnelles sont foutues. Je me dis que si un réseau a voulu la mort de Lagardère, ce réseau a évidemment d'énormes moyens. S'il a d'énormes moyens, il a pu être tenté de spéculer sur les conséquences financières de la mort de Lagardère. C'est là, je me dis, mais j'ai peut-être, pas très loin de moi, quelqu'un qui a toutes les compétences pour. Et je lui ai dit, in fine, moi je vous demande une chose, Imad, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas eu des mouvements suspects sur le titre Lagardère? Non seulement il a une compétence technique, mais il a, disons, le sens du renseignement, de la confidentialité de l'enquête, puisqu'il travaille pour les services de renseignement. Donc, c'est moi qui ai beaucoup parlé. J'ai ouvert mon cœur. J'ai parlé de mes inquiétudes, j'ai parlé de l'histoire du groupe Lagardère, des conflits qu'on avait pu avoir dans le passé, des tensions terribles qu'on avait eues, que d'ailleurs lui-même connaissait par cœur, parce que c'est sorti dans la presse, et puis il était quand même très proche du groupe. Moi, dans cette affaire, qu'est-ce que je fais? J'écoute Jean-Louis Gergorin, il me raconte ses histoires, je l'écoute. Je vais être très cynique. Vous savez, c'est comme l'avocat, vous allez le voir en lui disant alors j'ai ce dossier, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça va être long. Pourquoi il est payé à l'heure, l'avocat? Moi, j'étais payé par Jean-Louis Gergorin. Il me racontait ses histoires, je l'écoutais. Alors, il m'a dit c'est très facile, évidemment de façon très, quand on le connaît, très convaincante. Il m'a expliqué les 1001 raisons, ou plutôt les 3 ou 4 raisons pour lesquelles il était l'homme idoine pour cela, parce qu'il connaissait tous les brokers qui comptaient à Paris, tous les courtiers en bourse, qu'il avait tous les contacts dans les bourses et qu'il allait pouvoir travailler là-dessus. Il m'a tellement harcelé au téléphone pour savoir qui achetait des actions Lagardère, etc. C'était des achats en bourse tout court. J'ai appelé un ancien camarade qui est banquier à la BNP qui m'a dit écoute Imad, arrête de me gonfler avec cette affaire, c'est une société en commandite par action, il ne peut rien se passer, personne ne peut déloger Arnaud Lagardère de sa société. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, mi-mai, il me dit je pense que je suis sur la piste d'un réseau qui a fait de gros achats de titres Lagardère dans les mois précédant l'hospitalisation de Jean-Luc Lagardère. Mais j'ai du mal, je n'arrive pas à l'identifier. Imad Laoud démarre donc une enquête pour le compte de Jean-Louis Gergorin. Une commande qui doit le rassurer car, à ce moment de l'histoire, sa mission pour la DGSE se passe plutôt mal. Imad Laoud, qui est censé récupérer des documents cachés au Liban, des documents sur l'argent de Ben Laden, a, aux yeux des services, échoué dans sa mission. Pour se faire valoir, Imad Laoud va donc tenter d'intéresser la DGSE à sa nouvelle enquête. Compte-rendu d'entretien avec Imad Laoud, le 16 mai 2003, de 17h30 à 18h25, café Le Week-end, rue Tronchet. Ambiance. Après plusieurs semaines de silence imposé par l'officier traitant, Imad Laoud s'est présenté légèrement tendu et anxieux, en dépit de ses efforts pour dissimuler son trouble. Connaissance nouvelle acquise. Imad Laoud a constaté que, du début de l'année jusqu'au 14 mars 2003, date du décès de M. Lagardère, le volume moyen de transactions était de 400 000 titres par jour. Depuis la mort de Jean-Luc Lagardère, ce volume avait doublé, s'établissant à 900 000 titres par jour.
ce qui rendrait les circonstances du décès troubles. Face à Antoine, Imad Laoud va encore plus loin. Il donne à son officier traitant un élément plus précis, le nom qu'il est allé chercher chez Denis Robert. L'imposture commence là. Dans la bouche de Laoud, l'Hugo Cáceres Gomez des listings de Denis Robert se transforme en Alain Gomez. À l'occasion de ses recherches, Imad Laoud a découvert les références de comptes bancaires en Suisse de messieurs Alain Gomez et Pierre Martinez. Pressé par Jean-Louis Gergorin, Imad Laoud déclare s'être refusé à lui communiquer ces éléments. C'est-à-dire que Laoud parle à la DGSE des comptes attribués à Gomez, et il dit en même temps à la DGSE qu'il n'en a pas parlé à Gergorin. Donc à quoi joue Laoud? Parce que si ça craque moi, ce qui m'intéresse dans ce moment-là, c'est comment fonctionne le piège. Le piège, le piège qui explique, après tout le déroulement de l'affaire Clearstream, le piège, il est la fragilité de Gergorin à cause de la mort de Lagardère, qui était tout pour Gergorin. Et Imad Laoud est parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans les années précédentes, et notamment couper les ailes de l'oiseau. Autrement dit, le piège, il se referme de plus en plus sur Gergorin à partir de ce moment-là. Les comptes d'Alain Gomez et de son directeur de la sécurité Pierre Martinez, dont parle Laoud à la DGSE, sont une pure invention, qu'il ne reste plus qu'à adapter aux inquiétudes de Jean-Louis Gergorin. Imad Laoud va donc s'y employer. Laoud a donné une synthèse. On y trouve des Russes, on y trouve des mafieux dont je n'ai jamais entendu parler, mais dont je découvre après que ce sont des mafieux tout à fait importants. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, c'est Alain Gomez. Le nom d'Hugo Cáceres Gomez, de Colombie, maquillé en Alain Gomez, va bientôt connaître son heure de gloire. Ce qui est terrible, ce que cette affaire prouve, c'est que quand on a des inquiétudes, des présupposés, après, tout ce qui paraissait emboîté est perçu comme une confirmation. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jean-Louis Gergorin va se faire prendre au piège. À l'inverse, Antoine, l'agent de la DGSE, est beaucoup plus clairvoyant. Il semble avoir parfaitement cerné le personnage qu'est Laoud. Dans son dernier rapport, il conclut le traitement de Laoud ainsi. Il semble préférable d'arrêter tout contact avec Imad Laoud, eu égard à sa personnalité et à la quasi-impossibilité de le contrôler. Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Il doit retracer les circuits de l'argent de Ben Laden. Pour cette mission, Imad Laoud obtient une couverture chez EADS, le mastodonte européen de l'aéronautique et de l'armement. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, la France est mon pays, je veux servir mon pays. Donc me voilà, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS. Les missiles sont de plus en plus concentrés, ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Jean-Luc Lagardère, le patron du groupe Lagardère, s'est éteint après avoir succombé à une maladie neurologique extrêmement rare. Jean-Louis Gergorin a dû avoir l'impression d'avoir perdu son père. Cette mort n'est pas habituelle. Il faudra bien quand même qu'on comprenne de quoi il est mort. Gergorin est convaincu que c'est un assassinat. Cette maladie, je découvre que le KGB ait utilisé ça à des fins d'assassinat ponctuel. Et c'est le début d'une incroyable imposture. Je vous demande une chose, Imad, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas eu des mouvements suspects sur le titre Lagardère? Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Clearstream, parce qu'en fait la tête de Gergorin explose.
transports. Le principal enjeu, Jean-Luc Lagardère. Ensuite, 40 secondes. La France est mon pays, je veux servir mon pays. Depuis son recrutement par les services de renseignement français en janvier 2003, Imad Laoud rédige des rapports abondants et complexes sur les circuits de l'argent d'Al-Qaïda. Mais pour la DGSE, sa principale mission consiste dans la récupération de documents bancaires au Liban. Des documents concernant l'argent de Ben Laden que Laoud affirmait avoir caché là-bas. Cependant, toutes ces tentatives de récupération ont échoué. À l'été 2003, Antoine, son officier traitant, l'homme qui le débriefe régulièrement pour le compte des services de renseignement extérieur, ne lui fait plus confiance. À ses yeux, Imad Laoud n'est plus crédible et ses motivations sont, pour le moins, floues. Antoine et la DGSE décident de se séparer de leur informateur. On s'est revu pour un café d'adieu avec Antoine, place de la Madeleine, dans un café. Il m'a dit « Sache que dans n'importe quelle opération de renseignement, le ver est toujours dans le fruit au départ. » Et il m'a donné l'exemple de la révolution russe. Sur les 7 ou 6 qui l'ont démarré, il y en avait 4 qui travaillaient pour le tsar, je crois. Donc il m'a dit « Voilà, c'est vraiment dès le début qu'une opération est pourrie. » Bon, je pense sans aucun rapport avec ce qui s'est passé plus tard, mais c'était assez marrant. Et moi, je lui avais dit, écoute, quand tu ne comprends pas un contexte, regarde toujours les circuits financiers et les flux financiers, et là, ça t'aide à comprendre. Si les liens de Laoud avec la DGSE sont consommés, le 30 juin 2003, quelque chose va se produire. Un événement qui, aux yeux de Jean-Louis Gergorin et du général Rondeau, aurait dû décrédibiliser l'ancien trader définitivement. Cet événement, c'est en fait une fuite. C'est un article qui sort dans l'hebdomadaire Marianne et où il révèle la DGSE utilise un trader pour pénétrer les secrets de Ben Laden et avec des détails très précis. Et en fait, il s'avère que, Philippe Rondeau me dira, parce que il va tout de suite évidemment me faire venir, que c'est la reproduction à l'identique dans Marianne d'une note datant de quelques mois, d'Imad Laoud à la DGSE, sur le système financier de Ben Laden. Donc Philippe Rondeau est foudrage. Je suis totalement, également furieux. On se sent, Philippe Rondeau et moi, trahis. Donc nous avons décidé de le voir séparément l'un et l'autre, et ensuite de confronter nos impressions. Et c'est là qu'il va se produire quelque chose d'absolument stupéfiant. Quand j'y pense rétrospectivement, c'est qu'indépendamment de l'un de l'autre, dans 2 très longs entretiens, Imad Laoud va nous convaincre qu'en fait, il n'est pas l'auteur des fuites. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il va nous convaincre séparément l'un et l'autre. Or, il a franchi ce double obstacle tellement brillamment qu'ensuite s'est posé la question de son statut. Qu'est-ce qui doit trancher dans ces cas-là? C'est Rondeau. Rondeau qui décide, je garde ou je ne garde pas. Et il me garde. La fuite du rapport Ben Laden dans la presse confirme tout ce que pensait l'agent Antoine depuis des mois. Mais Imad Laoud va cependant réussir un exceptionnel tour de passe-passe qui va lui valoir une promotion. Le 9 juillet 2003, le général Rondeau adresse une note à sa ministre de tutelle Michèle Alliot-Marie pour reprendre en direct le traitement d'Imad Laoud. Après m'être entretenu de l'opération avec votre directeur de cabinet, le 4 juillet, je vous propose de continuer à traiter directement Imad Laoud.
en lui demandant uniquement de me fournir toute information sensible sur certains réseaux financiers transnationaux opaques dans le cadre de la lutte antiterroriste. En complément de la note de Rondeau, Philippe Marland, le directeur de cabinet de la ministre de la Défense, précise. Le directeur de la DGSE certifie que son service est totalement étranger à l'article de Marianne et pense que la fuite est le fait de l'auteur de la note lui-même. C'est invérifiable. Michel Alliot-Marie valide la reprise du traitement d'Imad Laoud en direct par le général Rondeau. Et Madame Alliot-Marie met OK à toutes les recommandations de la note. Et cette note, je l'ai vue avec le OK, ou le oui, je ne me souviens plus, je crois que c'est OK, de Madame Alliot-Marie. Donc je ne peux pas ne pas penser, en quelque sorte, je suis obligé de penser que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans son domaine pour qu'il ait une telle reconnaissance. Et donc la crédibilité qui rejaillit sur lui va rejaillir sur sa crédibilité dans les informations qu'il me donne. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est-à-dire que jamais une source n'est traitée en direct par un homme de cette importance-là. Jamais. La DGSE avait appliqué les règles puisque c'était seulement un agent et que lequel agent devait passer sûrement par son supérieur devait encore passer pour arriver au directeur. Il y avait sûrement plein d'étages et donc ça respectait totalement les règles. Le fait que ça passe à une seule personne, c'est une rupture totale de tous les grands principes qui ont cours dans les services secrets. Laoud vient donc de sauver sa peau auprès de Gergorin et du général Rondeau. Il doit maintenant satisfaire leurs attentes. Et Laoud, qui a toujours un coup d'avance, a une idée en tête. Une idée qu'il a dû envisager dès sa première rencontre avec Denis Robert, lorsqu'il récupère les listings de la chambre de compensation Clearstream. Rappelez-vous, c'était 5 mois plus tôt. Il nous fallait l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. D'où l'opération Denis Robert. À un moment donné, il a une question, il me dit « Est-ce que tu as retrouvé un nom qui est Gomez dans tes listings ?» Et je dis « Je sais rien. » On fait défiler le listing et il retrouve un compte avec le nom de Gomez. Il me dit « Le patron de Thomson. » Et le patron de Thomson a des comptes chez Clearstream. J'ai dû lui dire « Écoute, il y a un Gomez, c'est effectivement troublant, mais c'est pas Alain Gomez. Il n'y a pas écrit Alain, il y a écrit Hugo Caceres Gomez. » Cette idée de Laoud devient encore plus pertinente 15 jours après cette rencontre avec Denis Robert, quand la mort brutale de Jean-Luc Lagardère surprend tout le monde, quand Gergorin commence à imaginer que son mentor, le grand patron de l'armement français, a été assassiné. Et mon inquiétude ne m'avait pas quitté. Mon inquiétude, c'était quand même qui est responsable, si responsabilité il y a de la mort de Jean-Luc Lagardère, et 2, est-ce qu'il y a un danger pour le groupe ? J'avais demandé, fin avril, à Imad Laoud de vérifier s'il y avait des anomalies dans les mouvements de titre Lagardère, et que de fil en aiguille, très progressivement, il m'avait annoncé avoir pénétré Clearstream. Et à l'été 2003, Imad Laoud commence à construire son incroyable piège. Au centre du piège, les listings de comptes de Clearstream et le nom de l'ennemi historique du groupe Lagardère, propre à nourrir toutes les paranoïas de Jean-Louis Gergorin. Il m'explique en détail le système Clearstream. Enfin, il a toute une logorée dont je sais maintenant qu'elle correspond en partie, mais en partie seulement, à des choses réelles, soit qu'il connaissait parce qu'il a été un utilisateur du système Clearstream en tant que trader, soit à des vulgarisations ou au contraire développement des thèses de Denis Robert, soit carrément à des choses purement inventées ou mal interprétées par lui. Et donc il aboutit à une espèce de compendium complexe sur le système Clearstream. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, c'est Alain Gomez. Il faut visualiser la scène. Vous avez un écran, un fichier Excel ouvert sur l'écran, et puis on descend, comme ça. Il y a 33 000 noms. 33 000 noms. Et donc, quand il descendait comme ça, on tombe sur Hugo Caceres Gomez. Là, alors, je ne vais pas mimer la scène, parce que c'est... Mais bon, vous savez, les personnes qui le connaissent très très bien peuvent vous dire, il se braque comme ça, vous voyez, il se braque comme ça, et puis il commence à avoir des mouvements saccadés et extrêmement irréguliers.
Et donc je vois ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, vous savez, c'est comme dans Sherlock Holmes, mais oui, c'est évident. Et il fait le tour du bureau, il tourne autour d'une chaise et on ne peut pas l'arrêter, il faut vraiment le calmer. Quand on a une obsession, quand on a une idée fixe, on a parlé, je crois que c'est un de mes conseils, à parler d'effet tunnel. On est dans un tunnel, on a l'impression que tout s'emboîte dans le même sens. Donc je suis complètement dans cet univers. C'est une incroyable entreprise c'est une entreprise. Pour vous capter, pour vous êtes complètement ferré là. Et tout ce site est prodigieusement cohérent. Et cette cohérence constante a été un facteur très important de crédibilité. Le 1er octobre 2003, Gergorin alerte Rondeau et lui remet des premiers documents. Des documents fournis par Laoud. Mais le premier faux listing Clearstream, c'est Laoud qui l'apporte au général, le 6 novembre 2003. Un document que Laoud a toujours démenti avoir falsifié. Un mélange de comptes réels et de noms ajoutés. Dans ce document, des politiques, des industriels de l'armement, des gens des services secrets, des oligarques russes, des mafieux, des hommes d'affaires. Parmi eux, Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn, Georges Kijman, Alain Minck, Alain Madelin, Dominique Baudis, Jean-Charles Marchiani. Des hommes de gauche comme de droite, dont l'évocation doit interpeller Gergorin et le ramener à la fin des années 80, lorsqu'au sommet des partis politiques français, la question des financements occultes était centrale. François Mitterrand a été réélu président en mai 88. Quelques mois plus tard, éclate une série de scandales. L'affaire du Carrefour du Développement prouve que les anciennes colonies africaines servent de pompe à finances pour le Parti socialiste. L'affaire Urbagraco révèle que grâce aux lois de décentralisation, l'implantation des hypermarchés donne lieu au versement de pots de vin à des élus locaux, collectés nationalement par le PS. Écoutez, je vais vous expliquer. Il paraît que vous voulez tout savoir. Alors écoutez. Et tous les grands partis fonctionnent ainsi et sont éclaboussés par les affaires. Contre-vérité, pour ne pas dire mensonge. Pour faire cesser les scandales, plusieurs lois sur le financement des partis sont votées, qui rendent très compliqués les systèmes de corruption façon années 80. Certains argentiers d'écuries présidentielles cherchent alors un autre moyen, plus sécurisé, plus moderne, plus efficace. Et cet autre moyen, c'est un contrat de vente d'armes avec Taïwan qui va permettre de l'élaborer. Taïwan, une île de 23 millions d'habitants. Pendant la guerre froide, elle a servi avec la Corée du Sud et le Japon d'avant-poste aux troupes américaines, face aux deux géants communistes, la Chine et l'URSS. Mais la guerre froide touche à sa fin. Pékin jure que tôt ou tard, l'île sera rattachée au continent. Une menace réelle pour les Taïwanais. À la fin des années 80, Taïwan possède alors la plus grosse réserve de devises au monde. 200 milliards de dollars. Il leur faut bâtir leur propre force. Premier gros coup, des négociations avec la Corée du Sud pour la vente de frégates de combat, des navires capables de protéger l'île d'une invasion maritime. Pour les industriels de l'armement français, troisième exportateur d'armes au monde, c'est le signe que Taïwan n'est plus un marché réservé aux Américains. Une évidence s'impose, il faut, de toute urgence, doubler la Corée. En 1989, la France invite le ministre de la Défense, le maréchal Ao Pei-chun, à venir faire le tour des arsenaux. C'est le début d'un immense scandale, qui, vu de France, ne fut qu'un parmi tant d'autres, mais qui, vu de Taïwan, est devenu l'affaire du siècle. Sur place, l'ancien vice-ministre de la Défense, M. Kang, a participé à la commission d'enquête chargée d'établir la vérité sur toute l'affaire.
Après avoir fini l'enquête, je n'ai jamais parlé à personne. On m'a dit que vous vouliez que je témoigne, je voulais refuser. Puis en réfléchissant, je me suis dit que c'était le moment que je parle. Cela fait 10 ans maintenant. C'est la première fois que j'évoque cette enquête. Alors voilà, étrangement, le Premier ministre, Oh Pei-chun, s'est rendu en France le 8 mai 1989. Donc, ce 8 mai 89, il envoie de Paris un télégramme à Taïwan. Personne ne savait le but de ce voyage, mais à ce moment-là, ici, à Taïwan, les négociations pour l'achat des frégates à la Corée étaient terminées et le budget validé. Pourquoi le ministre est-il allé en France? Pourquoi a-t-il envoyé un télégramme en disant « Stop, on arrête avec la Corée ». Vous ne trouvez pas ça étrange? Comment la marine va-t-elle faire avec la Corée? Tout était en cours. Comment va-t-elle faire? Et les Français qui veulent nous vendre leurs frégates? Elles n'existent même pas encore. C'est une modélisation, des plans, c'est tout. Elle n'existe même pas encore, cette frégate furtive. Effectivement, ce que voit le maréchal Oh Pei-chun en France n'existe qu'à l'état de maquette. Mais quelle maquette? Les premières frégates furtives au monde. Les frégates Lafayette, 125 mètres, 3600 tonnes, ne sont censées laisser qu'un signal de bateau de pêche sur les meilleurs radars. Paris Chang, membre du Conseil national de défense à Taïwan, participera également aux enquêtes. Oh Pei-chun était Premier ministre et il a longtemps été ministre de la Défense. Alors, avec un groupe de gens autour de lui, des gens avec lesquels il travaillait, ils ont essayé de toucher des commissions, de l'argent en provenance des entreprises et des industriels et de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Tout ça est parfaitement légal et part du principe que aucun grand contrat ne peut se signer si on n'a pas corrompu l'acheteur. C'est aussi simple comme ça que ça. Et donc, toutes les grandes entreprises, eh bien, corrompent les pays acheteurs, corrompent l'establishment des pays acheteurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de payer le pays acheteur pour qu'il nous achète, lui, des armes derrière. Absolument. Je ne connais pas de contrat d'armement où il n'y ait pas eu des commissions. Donc, il n'y ait pas eu de la corruption dans le pays acheteur. J'en connais pas. À Lorient, on a déjà appris à ne pas s'enthousiasmer trop vite. Pourtant, la semaine dernière, l'annonce du projet de construction de frégates pour Taïwan a réveillé quelques espoirs. Mais le massacre de la place Tiananmen, le 3 juin 1989, va tout changer. Le monde, bouleversé, assiste à la mise à mort du mouvement démocratique chinois après des semaines de révolution pacifique. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est l'engrenage. Les soldats de l'APL foncent vers Tiananmen. Mais cette fois, ils sont armés et ils tirent sur la foule qui bat en retraite. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. François Mitterrand, en pleine célébration du bicentenaire de la Révolution française, décide de représailles diplomatiques et gèle les relations avec Pékin. En tête du défilé du 14 juillet, 1 millier de jeunes Chinois viennent rappeler que la France est la patrie des droits de l'homme. Le contrat avec Taïwan prend alors un tout autre relief. Pékin, humilié, fait comprendre à la France que la vente des frégates s'apparente à une quasi-déclaration de guerre. Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, décide de calmer le jeu et oppose son veto à la vente des frégates. Bonjour à tous. La France ne vendra pas de frégates à Taïwan. Matignon l'a fait savoir hier soir. Cette marche arrière du gouvernement Rocard ne s'est pas fait de gaieté de cœur, on s'en doute. Le marché pesait, je vous le rappelle, 11 milliards de francs. Cette obéissance, entre guillemets, à la Chine, qui était opposée, je vous le rappelle, au projet français, coûte également très cher à Lorient. Lorient aurait dû normalement construire 6 bâtiments sur le modèle de la frégate Lafayette.
Pour les 4000 employés de l'Arsenal, la déception est grande. Ce sont près de 7 millions d'heures de travail qui prennent ainsi le large. C'est un peu difficile à encaisser. Ceci dit, les raisons qui sont invoquées nous échappent. Quand on se heurte à la raison d'État, on ne peut pas dire grand-chose, sinon notre profond regret, car il est certain que cette commande, s'il avait été concrétisée, car ce n'était pas encore fait, aurait apporté un ballon d'oxygène considérable dans l'économie locale. Pour la DCN, la direction des constructions navales, c'est un revers commercial. Mais pour Thomson, qui pilote l'opération, c'est un échec stratégique majeur. Alain Gomez décide de tenter le tout pour le tout afin de renverser la tendance. Une incroyable opération se met alors en place, qui consiste à verser des commissions, c'est-à-dire à corrompre partout où il le faut pour relancer le contrat. Et à l'époque, les commissions sont légales. 3 grandes cibles sont à atteindre. Taïwan, d'abord, qui ne doit surtout pas reprendre les négociations avec la Corée. Il faut inonder de dollars pour rendre le pouvoir patient. La Chine, ensuite. Il faut obtenir que Pékin ferme les yeux et lui garantir que les frégates ne seront pas une menace. La France, enfin, où le Quai d'Orsay doit coûte que coûte revenir sur son veto. L'existence de 3 réseaux dans l'affaire des frégates de Taïwan montre clairement que ce n'est pas des opérations simples. C'est-à-dire que savoir qu'il faut corrompre est une chose, savoir comment corrompre en est une autre, et ça, ce sont des... Il faut effectivement, c'est très casse-gueule, c'est très... Il faut faire extraordinairement attention, et il y a beaucoup de contrats dans tous les pays qui ont été cassés parce que la corruption a été une corruption qui était mal faite. Donc pas de grand contrat d'armement sans corruption, et pas de corruption sans intermédiaire. On peut le dire, on peut le dire. Oui. Il y a dans chaque grande entreprise qui vend à l'étranger, notamment dans l'armement, des spécialistes, des gens qui savent où on doit corrompre, combien, comment et combien de l'un par rapport à l'autre, si on va avoir une chance d'obtenir le contrat. Dans leur enquête sur le contrat des frégates, les Taïwanais découvrent l'impressionnant réseau d'Alain Gomez. Pour la Chine populaire, le groupe Thomson dispose d'un agent, Madame Lily Liu. Cette Chinoise d'une 50aine d'années a ses entrées dans la cité interdite. Elle prétend convaincre le Premier ministre de l'époque, Li Peng, et le président de la République, le général Yan Chang-kun. Thomson verse à Lily Liu l'équivalent de 12 millions d'euros. Il résulte de l'enquête taïwanaise qu'en plus de l'argent distribué aux dirigeants communistes chinois, Thomson aurait promis les codes secrets permettant d'identifier sur leur radar les frégates furtives. En bonus, les Français apportent aux dirigeants chinois la garantie que les frégates ne seront que des coques vides. Aucun armement ne sera livré. Pour le réseau de Taïwan, Thomson peut compter sur un intermédiaire de haut vol, très introduit dans les cercles du parti au pouvoir, Monsieur Wang. Le fameux Wang Changpu. L'homme qui va bientôt se retrouver au centre du scandale. Thomson le dote d'une valise faramineuse à distribuer sur place. Plus de 500 millions de dollars. Avec cet argent, il a de quoi faire patienter les militaires 2 années de plus et les convaincre de fermer les yeux sur l'absence d'armement. Monsieur Wang est très efficace. Sa mission sera un succès. Reste la France. Le Quai d'Orsay doit autoriser le contrat. Mais les réseaux habituels de Thomson sont incapables de débloquer cette situation. La direction du groupe se tourne alors vers l'entreprise française chargée par le général de Gaulle au début des années 60 de veiller aux intérêts stratégiques de la France à l'étranger, le pétrolier Elf. Un des pans importants
de la nouvelle politique française, c'est de ne plus être dépendant de l'essence, enfin disons de l'énergie produite par les compagnies anglo-saxonnes, et donc d'essayer d'avoir une compagnie spécifiquement française. Dans quelques instants, nous allons assister à un événement important, c'est le lancement d'une nouvelle marque d'essence française. Elle s'appelle, cette essence française, Elf. C'est un des points essentiels du retour à l'indépendance française. L'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique. Et donc, il faut revoir toute la géopolitique, c'est-à-dire que la France va perdre l'Algérie. L'essentiel du pétrole français était dans le Sahara c'est fini, et donc il va falloir trouver d'autres sources pétrolières, et donc ça va être l'Afrique. Premier producteur du Gabon, Elf tire 15% de sa production mondiale de ses gisements, et notamment de ses quelques 66 plateformes en mer. L'Afrique nouvellement indépendante s'installe un système qu'on va appeler le système néocolonial, et ça consiste à arranger les choses, c'est-à-dire faire en sorte que les pays, surtout les pays pétroliers d'Afrique, ne posent pas trop de problèmes. Et elle va être aussi le bras armé de la politique africaine de la France. Et donc ça va être complètement essentiel. Mais aussi, comme il travaille à l'abri du secret d'État, ça va être aussi, une des autres fonctions, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de la politique française aussi. Et tout ça à l'abri des regards, puisqu'on est à l'époque au cœur de l'État et donc protégé par le secret d'État. À la fin des années 80, 2 hommes dirigent les réseaux de corruption au sein du groupe Elf, André Tarallo et Alfred Sirven. Lequel Alfred Sirven détient un atout majeur. Un agent d'influence très proche de Roland Dumas, le ministre qui bloque la signature du contrat. Cet agent, c'est Christine de Viéjoncourt. J'ai fait mon travail, j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai été payée pour ça, j'ai rendu l'argent et j'ai réussi à vendre les frégates de Taïwan et à faire lever le veto. C'est clair. Le veto qui était celui de Roland Dumas. Le veto qui était celui de Roland Dumas. La preuve, c'est qu'il a levé. Je suis rentrée chez Elf en 89 et en 90, début 90, fin 89, je fais un voyage à Genève avec Alfred Sirven. Et dans l'avion d'Elf, il y a un monsieur qui se trouve là. Et dans la journée, en l'absence d'Alfred, cet homme me glisse sa carte de visite et me dit, voilà, vous savez, moi je suis Thomson et on a un gros problème, il m'explique le marché des frégates à Taïwan, il me dit que Roland Dumas bloque. Moi j'écoute ça, je ne comprends pas bien, je prends sa carte de visite, et voilà. Alfred revient et on change de conversation. Cet homme que j'ai rencontré à Genève, 3 jours après m'appelle et me dit « je voudrais qu'on déjeune ». Moi je l'avais vu tellement bien avec Alfred et tellement bonne compagnie avec lui, je voyais qu'il s'entendait, bon j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous à la Porte Maillot, il m'a fait monter dans sa voiture et je ne comprenais pas où on allait, je lui ai dit « on ne déjeune pas là », il m'a dit non, non. Et je me suis retrouvée au restaurant du président, Gomez, au dernier étage de la tour Thomson à la Défense. Devant, je ne sais pas, il y avait 8 messieurs qui étaient là, sauf Gomez. Je dis rien, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive. Et pendant tout le déjeuner, il ne parle que des frégates à Taïwan. Je me souviens plus bien, mais je comprends qu'ils ont vraiment un problème. Et là, ils insistent sur le fait que c'est un énorme marché pour la France, que les chantiers navals de l'Orient sont en train de mettre la clé sous la porte, qu'il y a du chômage partout. Et puis j'écoute et je dis rien. Comment réagit Alfred Sirven? Alors il réagit très mal, il est furieux que ces gens m'aient fait venir et il dit « mais tu travailles pour Elf, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne réponds plus à ces gens, je m'en occupe ». Au bout de 8-10 jours, il revient et il me dit voilà... Donc Sirven revient et il me dit voilà, on a décidé de collaborer. Elf va aider Thomson. On a signé un contrat de collaboration et le réseau Elf va participer, va aider Thomson à réaliser ce marché. Tout le travail était d'essayer de convaincre Roland Dumas qu'il fallait faire vite parce que Taïwan, qui en avait assez d'attendre ses frégates, menaçait de passer à la concurrence. Donc moi, j'étais sans arrêt au ministère des Affaires étrangères à faire le forcing pour essayer de lui expliquer qu'il fallait absolument
calmer Pékin pour signer ce contrat des frégates avec Taïwan. Et ensuite, il y a eu ce voyage à Pékin, j'ai accompagné. Et il y a eu des négociations à l'époque. J'ai compris que ça se calmait. On donnait des contreparties à Pékin. Et on ne parlait pas de la place Tiananmen. En serrant tout à l'heure les mains du Premier ministre Li Peng, le principal responsable de la tuerie de la place Tiananmen, M. Roland Dumas a scellé la normalisation des relations entre Paris et Pékin. À l'été 91, la machine à corrompre triomphe. Les contrats sont à la signature. Le montant des commissions est exorbitant et validé par le ministre du Budget de l'époque, Michel Charasse. Les commissions du contrat des frégates s'élèvent donc à 750 millions de dollars. Plus de 4 milliards de francs. Un niveau jamais atteint jusque-là. J'ai entendu la première fois le mot de rétrocommission, je crois, à propos des frégates de Taïwan. La rétrocommission est disons, encore plus terrible et plus difficile encore à accepter que la commission elle-même, puisque ça veut dire que celui qui vend est au fond le plus corrompu, puisque non seulement il corrompt, ce qui est déjà un geste terrible de corrompre, mais il estime que le corrompu doit à son tour accepter de lui reverser l'argent, lui, le corrupteur. L'ampleur et la complexité des tractations avec la Chine et Taïwan alertent les services secrets français. La DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, envoie à Taïwan un de ses agents, Thierry Imbaud. Il doit surveiller les ventes d'armes et tout particulièrement le contrat des frégates. Le 31 août 1991, Taïwan achète officiellement 6 frégates Lafayette pour plus de 14 milliards de francs. La machine à corrompre est si juteuse que le montant du contrat va encore augmenter pour atteindre au final plus de 16 milliards de francs, dont près de 30% de commission. L'avenant qui formalise cette dernière augmentation est validé sous baladure par le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. À chacune des négociations de ce contrat, le prix a augmenté. Et il y a eu 4 négociations. La raison pour laquelle le prix des frégates Lafayette a augmenté à plusieurs reprises, c'était pour avoir l'argent nécessaire afin de payer, de soudoyer des responsables ici à Taïwan, en Chine, mais aussi en France. Ça a servi à corrompre, à distribuer de l'argent. En septembre 1993, une délégation d'officiers se rend à l'Orient pour suivre l'avancement des travaux. Le capitaine Yin, responsable des achats d'armement pour la marine taïwanaise, et Roger Sier, parlementaire, sont du voyage. J'ai fait partie de ceux qui ont fait le voyage au chantier naval de l'Orient pour observer la construction des frégates Lafayette. Dans notre groupe, il y avait cet officier qui observait. Il était toujours un peu en retrait. C'était Yin Qingfeng, le capitaine Yin. Il posait beaucoup de questions aux ingénieurs et aux ouvriers. Il prenait des notes. Le responsable du groupe l'a remarqué. Il le regardait de travers. Il était en colère. Mon mari était un homme sérieux. Il a donc noté tout ce qu'il a constaté à l'Orient, en France. Il était spécialiste en armement et il est revenu soucieux. Il m'a parlé d'un de ses collaborateurs qui participait avec lui à ce voyage à l'Orient. Le capitaine Kuo.
Avec ce capitaine, il semblait y avoir un problème. Mais il ne m'a pas précisé quel problème. Il s'est mis à surveiller Kuo. Il était très anxieux. Il devait se douter de quelque chose. Probablement qu'il y avait des histoires de corruption. Mais il ne m'a rien dit. Il était vraiment préoccupé par ce qu'il avait découvert à l'Orient. Yin et la délégation rentrent à Taipei. Le capitaine Yin rédige un rapport pour sa hiérarchie et prend soin pour sa sécurité de réaliser des enregistrements audio qu'il cache dans son bureau. Enregistrements qui seront retrouvés démagnétisés. Les rapports, eux, ont tout simplement disparu. On l'a retrouvé là. Il était déjà mort. Là où il y a le pêcheur avec sa voiture, c'est l'endroit où on a jeté le corps en mer. Une fois le corps abandonné, il a flotté avec le courant jusqu'à l'autre côté de la baie. Il a flotté comme ça, de là-bas, jusqu'à l'autre côté. Le lendemain matin, le 10 décembre 1993, à 8 h, un pêcheur a découvert le corps. Mon mari ne m'a pas téléphoné pendant 2 jours, alors je l'ai appelé à son bureau. Et là, j'ai entendu la secrétaire dire à son chef, « Est-ce qu'on doit lui dire ?» Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. Alors j'ai demandé, « Dites-moi ce qui se passe. » J'ai exigé qu'on me dise quel était le problème. La secrétaire m'a répondu, « Votre mari est mort. On a trouvé son corps. » Décembre 1993, la mort du capitaine de vaisseau Yin scandalise Taïwan. L'officier a été assassiné alors qu'il venait de rendre un avis négatif sur l'achat de frégate Thompson par la marine taïwanaise. Les frégates étaient en construction. Et là, tout d'un coup, un mort. Le capitaine Yin, retrouvé dans la baie de Swao. Et là, à Taïwan, tout le monde se dit « Pourquoi il est mort ?» C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des commissions et que le décès était lié à un énorme système de corruption. La mort du capitaine Yin déstabilise l'agent que la DGSE avait envoyé à Taïwan pour surveiller les ventes d'armes et les négociations des frégates. Thierry Imbaud se sent-il menacé? Il quitte Taïwan, s'installe à Washington et démissionne de la DGSE. À Taïwan même, l'enquête remonte très vite à l'un des commanditaires du meurtre, le collègue et supérieur de Yin, le capitaine Kuo. Arrêté, il est jeté en prison pour corruption. Kuo pouvait sortir de prison il y a 5 ans, mais il n'a pas osé. Il pouvait, mais il n'a pas voulu, et il y est encore. Je lui ai rendu visite et je lui ai dit que dans sa condamnation, il y a des choses que je n'avais pas comprises, qu'il y avait peut-être des éléments injustes. Je lui ai proposé mon aide. Je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous aider. Je lui ai rendu visite 3 fois et il m'a répondu, non, non, non. Voyez comme il a peur. S'il décide de sortir, quelque chose lui arrivera. On peut comprendre la peur du capitaine Kuo. L'enquête a prouvé ses liens avec Wang Changpu, l'intermédiaire de Thompson sur l'île. C'est par Wang Changpu que sont passées les commissions. C'était un peu le Père Noël. Et il distribuait les commissions aux officiers. Et il est devenu très influent parce qu'il avait l'argent. Et l'argent parle. 3 jours après l'arrestation de Kuo, Wang quitte Taïwan. Il se réfugie d'abord aux États-Unis, mais recherché par Interpol, Wang redoute d'être extradé.
et décide donc de s'installer en Grande-Bretagne. Bon, d'accord. Wang Changpu s'est enfui. Tout le monde le sait. Mais de votre côté, en France, qui a trempé dans cette affaire ? Depuis des années maintenant, cette même question est lancée depuis Taïwan. S'il y eut commission, il y eut aussi rétrocommission, de l'argent qui serait revenu en France. Mais qui aurait envie de porter plainte? Qui, en France, aurait intérêt à ce qu'une instruction se penche sur ce dossier sulfureux? Il faudra attendre 1994 et les règlements de compte entre dirigeants du groupe Elf pour que la juge Eva Joly découvre l'existence du réseau de corruption d'Alfred Sirven. C'est ainsi que Christine de Viejoncourt est apparue dans l'actualité et qu'a commencé le feuilleton de l'affaire Dumas. Mais l'enquête n'ira pas plus loin. Eva Joly mobilisera la juge Wiśniewski puis le juge Van Rimbeck pour l'aider. Mais le dossier des frégates ne remontera pas plus haut. Et malheur à celui qui veut parler. À l'automne 2000, justement, un homme veut parler. C'est l'ex-agent de la DGSE à Taïwan, Thierry Imbeau. Il rentre en France et veut y installer sa famille. On lui conseille d'être discret, mais ça n'est pas comme cela qu'il voit les choses. Il prend contact avec un journaliste. Il a rendez-vous le 11 octobre, mais dans la nuit du 10, Thierry Imbeau tombe de chez lui, par la fenêtre du 4e étage, et s'écrase à plus de 4,50 m du mur. L'enquête conclut à un accident. Alors qu'il fermait les volets, à 2 heures du matin, toutes lumières éteintes, un grand coup de vent l'aurait emporté. Et ce n'est pas le seul décès suspect. 2 anciens collaborateurs de Thomson à Taïwan sont morts brutalement depuis 1 an. Jean-Claude Albessard est mort à Tokyo en mars 2000 d'un cancer que certains ont jugé foudroyant. Peu de temps après, un autre cadre de Thomson, Jacques Morrison, trouvait à son tour la mort. Comme Thierry Imbeau, il a fait une chute de 4 étages. À l'époque, la police avait conclu au suicide de cet homme clé de la vente des frégates. Au printemps 2001, on croit qu'enfin l'enquête va pouvoir s'ouvrir. Le journaliste Denis Robert vient de publier son livre Révélation sur la chambre de compensation Clearstream. Une mission d'information parlementaire sur la lutte contre le blanchiment auditionne le journaliste. Là-dessus, évidemment, s'ouvre un abîme d'interrogations pour nous tous, mais comme vous avez plus réfléchi que nous à ces questions, quelle peut être l'utilité de ces comptes non publiés, non rattachés à des comptes publiés? En mars 2001, un ancien banquier en poste à Taïwan au début des années 90 demande à être entendu par la mission parlementaire. Il s'appelle Joël Bucher. Il a participé pour la Société Générale au montage financier du contrat des frégates. Devant les députés, il décortique le montage financier du paiement des commissions des frégates de Taïwan. Dans le rapport de la mission, son témoignage fait l'effet d'une bombe. À la signature du contrat, des documents bancaires sont émis et Taïwan verse 4 milliards de francs. Sur cette somme, 2,5 milliards de francs de commission devaient normalement être retournés aux Taïwanais, conformément à la déclaration faite aux douanes. Or, il n'y a jamais eu 2,5 milliards de francs versés aux Taïwanais. Pourquoi ? Les Taïwanais ont calculé que l'argent revenu à Taïwan ne dépassait pas 800 millions de francs. La différence constituant ce que l'on appelle les rétrocommissions. 3 mois après ce témoignage capital, à Genève, le juge Perraudin est alerté par plusieurs banques de très importants mouvements financiers.
le juge bloque les comptes d'un certain Wang Changpu. Au total, plus de 920 millions de dollars, dont 520 proviendraient des commissions liées au contrat des frégates. Le juge suisse prévient à Paris Renaud Van Ruymbeck, qui peut enfin lancer l'enquête sur les frégates de Taïwan. Renaud Van Ruymbeck n'a pas dû apprécier la surprise. Ce juge d'instruction attend depuis 2 mois que l'État lui fournisse certains documents. Une première fois, le juge était venu les saisir, on lui avait répondu « secret défense ». Il y a 2 jours, nouvelle tentative et toujours la même réponse, l'État refuse de coopérer. Il devrait dans les prochaines semaines demander au gouvernement la levée du secret défense pour la 4e fois en 3 ans. Enfin, sachez que le ministre de l'économie et des finances, Francis Maire, a rejeté, comme son prédécesseur d'ailleurs, la levée du secret défense dans l'affaire des ventes de frégates à Taïwan. À l'automne 2003, on en est là de l'affaire des frégates et de l'enquête du juge Van Ruymbeck, quand Imad Laoud commence à fabriquer ses faux listings Clearstream, ce qu'il dément, rappelons-le. Son but est de prouver à Jean-Louis Gergorin qu'il est parvenu à identifier un compte soi-disant attribué à Alain Gomez dans ses recherches de mouvements suspects sur le titre Lagardère. Une enquête demandée par Gergorin, convaincu que Jean-Luc Lagardère, son patron, a été assassiné. Et comme les seules morts suspectes connues dans les ventes d'armes françaises concernent l'affaire des frégates, Laoud va nourrir la paranoïa de son nouveau patron en accolant le nom de Gomez à celui de Wang Changpu. Philippe Rondeau m'a dit, moi j'y comprends rien, qui sont ces gens-là. Et donc mon idée c'était, il faut le faire vérifier par la seule structure ayant les moyens techniques de le vérifier, c'est la direction technique de la DGSE. C'est-à-dire vérifier si oui ou non l'algorithme de pénétration de Laoud était réel et permettait effectivement d'aller voir dans Clearstream. Ce qui est terrible avec ces listings, c'est qu'ils ne peuvent pas être à moitié faux, ou tout était bidon, et on n'arrivait pas à l'imaginer, et ça veut dire que Laoud se payait de notre tête. Mais ça c'est... Ou alors, si Laoud ne se paye pas de notre tête, on ne voit pas pourquoi ils auraient été faux. Là, c'est difficile parce que je sais que c'est faux, mais je confirme. Et je confirme à Rondeau. Je dis oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire là, on se situe quand après la première alerte faite par Jean-Louis Gergorin à Philippe Rondeau, donc à l'automne 2003, où ce que vous me dites, c'est que le général Rondeau se tourne vers vous pour que vous confirmiez les informations que lui transmet Jean-Louis Gergorin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit oui. Bien plus tard, je dirais à Philippe Rondeau, il faut se méfier de l'interprétation paranoïaque qu'en fait Jean-Louis, etc. Mais à ce moment-là, je suis de mauvaise foi totale et oui, bien sûr. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Voilà, c'est, je pense, la faiblesse de l'être humain. À ce moment-là, c'est compliqué à expliquer. Je veux bien comprendre que sur le coup, vous lui confirmiez toutes ces informations sans trop savoir pourquoi vous le faites, tout en sachant fort bien que les informations seraient fausses, mais en sortant de là, sont fausses. Ouais. Quand vous sortez de là et que vous vous dites, mais pourquoi je lui ai pas dit ce que je sais? Pourquoi je lui ai pas dit que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que c'est pas vrai, que moi je le sens pas comme ça? Parce que si vous le dites, finalement, il y a tout qui s'arrête. Si vous le dites, avec Jean-Louis Gergorin, quelque chose se brise. Ah ben, si je dis à Jean-Louis Gergorin que c'est bidonné et que je dis à Jean-Louis Gergorin, j'ai dit à Rondeau que c'est bidonné, oui, c'est fini. Là, il coupe tout. Il passe à un autre consultant. Vous savez, je pense qu'on va la refaire. Jean-Louis Gergorin croit dur comme fer détenir la preuve que tant de juges en France et à Taïwan cherchent depuis 10 ans.
la preuve de l'existence d'un tentaculaire réseau de corruption impliquant l'élite française. Mais le général Rondeau refuse de mêler la DGSE à cette affaire. Jean-Louis Gergorin n'a plus qu'une issue, aller en parler à son grand ami, Dominique de Villepin.